C'est une lutte sociale qui a permis d'imposer la mécanisation des accès. Bienvenue dans Métropolitique, le podcast qui transporte au cœur des réseaux ferroviaires et vulgarise les transports urbains sans jamais oublier leur dimension politique et leur impact sur la vie quotidienne des citoyens. Je serai accompagné par Michel, ingénieur dans le domaine des transports avec plus de 40 années d'expérience. On a appris à construire des voies qui supportent les efforts induits par un convoi circulant à grande vitesse. Il a travaillé entre autres sur le tunnel sous la Manche, le métro de Dubaï et le tramway de Bucarest. La sécurité, elle est essentiellement dictée par des normes. Véritable passionné et expert du transport ferroviaire, il a transmis ses connaissances à l'University College of London, à l'École des Ponts et désormais dans Métropolitique. Aujourd'hui, la grande vitesse ferroviaire. Le TGV entre Paris et Lyon a capté toute la demande et ne circule plus que quelques vols privés. On cherche à réduire le temps du trajet en gardant en tête qu'on ne pourra pas circuler à pleine vitesse sur la totalité du parcours. Une seule locomotive par train va vite se montrer insuffisante. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer le titre que vous avez souhaité donner à cet épisode, la grande vitesse ferroviaire, et non pas par exemple les TGV? Eh bien, il faut rappeler ce qu'est un mode de transport. Un mode de transport, c'est la conjonction d'une infrastructure, d'un matériel roulant, d'un mode d'exploitation et des systèmes nécessaires qui leur sont associés. Ne parler que du TGV, T comme train, c'est faire l'impasse sur la logique qui a conduit au concept de très grande vitesse et de ligne à grande vitesse. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la grande vitesse ferroviaire. Et quelle est donc cette logique ? Vouloir aller plus vite, ce n'est pas nouveau et le chemin de fer n'a pas échappé à cette envie. Le potentiel technique du roulement sur fer était limité par la puissance des locomotives. Quoique si l'on regarde l'historique des records de vitesse, dès la traction vapeur, on serait surpris des niveaux qui ont été atteints. Pour autant, c'est la traction électrique qui a ouvert de nouveaux horizons. Et dès les années 50, après-guerre donc, un record à plus de 300 km/h a été établi par la SNCF sur une voie classique. C'est spectaculaire. L'histoire ne dit pas toujours dans quel état était la voie après ce record. Y avait-il donc d'autres contraintes techniques que la seule puissance des locomotives ? Probablement. Des services à grande vitesse, pour ne pas créer la confusion avec la grande et la très grande vitesse, étaient disponibles en France, comme le Capitole reliant Paris à Toulouse à 200 km/h sur l'essentiel de son parcours. Mais regardons de plus près les obstacles à la très grande vitesse, et je n'ai pas dit les obstacles techniques seulement, il y en a d'autres. On a évoqué que la voie souffrait du passage d'un convoi à vitesse élevée. Il fallait donc penser à une voie renforcée et une caténaire plus tendue pour assurer un bon contact avec le pantographe. Donc là, on est dans la technique. On a vite compris qu'il faudrait supprimer tous les passages à niveau et clôturer la plateforme afin de réduire et d'éliminer même les intrusions à la voie, parce que arrêter un convoi si un obstacle se présente est très délicat. Évoquons maintenant le cas d'un TGV de 400 mètres de long, d'une masse de près de 850 tonnes, lancé à 285 km/h, ça c'était pour les besoins du calcul, sur une ligne à plat. Eh bien, il a besoin de 8500 mètres pour s'arrêter. Donc ça donne une idée de la difficulté à exploiter des trains à grande vitesse avec un intervalle réduit, tout en respectant les critères de sécurité, bien évidemment. Cette distance que vous avez calculée de 8500 mètres, c'est dans l'optique de respecter les normes de confort ou il y a bien une limite technique à cette distance d'arrêt minimale ? Alors c'est essentiellement de la physique. Une masse de 850 tonnes lancée à 285 km/h, si on voulait s'arrêter en moins de 8500 mètres, il faudrait autre chose que du freinage classique. Alors il existe du freinage par courant de Foucault, lequel, si on l'applique à pleine puissance, va détériorer la voie. Alors quand il faut s'arrêter, on le fait, au prix d'une reprise de la voie. Donc on est limité par la masse et la vitesse. Donc finalement, les critères de confort qui sont la décélération, les mètres par seconde carré, on va les atteindre facilement et c'est ensuite
on plafonne. Et ensuite, c'est uniquement la difficulté d'arrêter une telle masse à une telle vitesse qui va générer la distance. Dans quel état on retrouve la voie après, quoi? Alors oui, si on applique les freins à courant de Foucault, la voie ressemble plus à des spaghettis qu'à des rails ensuite. Et ces dispositifs existent et sont disponibles pour les conducteurs ou pas du tout? Oui, ça fait partie du processus de déclenchement de ce qu'on appelle le FU, le freinage d'urgence. Alors, on va parler également d'ergonomie à grande vitesse, à très grande vitesse, et plus particulièrement de la capacité du conducteur à voir et interpréter des signaux lumineux de couleur variable ou des indications fixes à une telle vitesse. Et il n'est pas question que, à cause de la vitesse, le conducteur manque un signal et donc manque une consigne. On a estimé qu'il y avait un seuil au-delà duquel le nombre de signaux qui seraient manqués deviendrait inacceptable et ça se situe au-dessus de 200 km/h. Au-dessus de 250 km/h, on considère qu'un conducteur, avec les capacités humaines classiques, ne peut pas, de manière sûre, respecter une signalisation latérale. Moralité, il va falloir trouver un autre dispositif de signalisation qui assure que le conducteur ne manque pas une consigne, ne manque pas un signal. Alors voilà comment se dessinent les contours du concept. Le concept de ligne à grande vitesse et non pas de train à grande vitesse. Une ligne à grande vitesse, c'est bien évidemment un matériel roulant, donc des locomotives puissantes. Il faut une voie clôturée, donc on voit qu'on est dans un espace dédié. Il faut une signalisation latérale. Comme la signalisation latérale a été considérée comme insuffisante, il faut une signalisation avec une répétition en cabine. En anglais, on appelle ça cab signal, signalisation en cabine. Et puis, les distances d'arrêt que l'on a vues excluent la circulation de trains dont les caractéristiques dynamiques seraient disparates. Dit autrement, il faut que tous les trains se ressemblent, qu'ils soient capables d'aller à la même vitesse, qu'ils aient la même masse, pour que si on déclenche simultanément le freinage de plusieurs rames qui se suivent à la distance que l'on a calculée, eh bien, on reste dans une zone de sécurité, c'est-à-dire qu'on évite le rattrapage. Ça exclut bien évidemment de faire circuler, par exemple, là je vais aller pousser le trait, des trains de fret sur une ligne qui serait circulée par des TGV. Est-ce que les conducteurs de trains sur ces lignes à grande vitesse reçoivent une formation spécifique par rapport à des conducteurs de trains sur des lignes type TER? Ah, tout à fait. On considère même que ce sont les seigneurs de la traction électrique. Ils sont sélectionnés, ce ne sont pas des jeunes et des débutants. Si on avait le profil d'âge et d'expérience des conducteurs, de la cohorte de conducteurs de TGV, on verrait très clairement se dessiner un certain nombre d'années d'expérience sur divers types de matériel roulant et surtout des processus de sélection et de formation dédiés à la signalisation de la grande vitesse, puisque c'est une signalisation totalement différente de celle qu'on trouve sur les voies classiques, et le comportement du conducteur doit être adapté à cette signalisation, ainsi qu'aux réactions du train. Les contrôles commandes, traction, freinage d'un train à très grande vitesse n'ont rien à voir avec celle d'un train conventionnel. Et est-ce que les contrôles de type sanitaire, par exemple, sont plus stricts pour ces conducteurs-là? Alors, ils le sont pour tous les conducteurs. Là-dessus, la grande maison SNCF est irréprochable. Des contrôles inopinés sont réalisés et le conducteur n'a pas droit à l'erreur, quoi. Le moindre manquement, le moindre pas de côté sur une hygiène de vie et un état de santé dans lequel il doit se présenter à la prise de service, le moindre manquement, c'est la mise de côté. Je pose cette question parce que il m'arrive dans mon métier de rencontrer pas mal de conducteurs SNCF et j'ai l'impression que la médecine du travail de la SNCF est particulièrement rigoureuse. Tout à fait. Et puis, signe des temps, de nouveaux contrôles sont arrivés au cours des dernières années, puisque il y a 40 ans, on ne cherchait pas les stupéfiants, et aujourd'hui, on les recherche systématiquement. Alors, le concept, on l'a presque entièrement délimité. Il nous manque un des piliers qui concerne l'infrastructure. L'infrastructure, c'est la plateforme qui porte la voie. Donc, si on veut construire une ligne à grande vitesse, il faut respecter des critères de confort. Ces critères de confort touchent essentiellement les rayons de courbure à plat, puisque la force centrifuge rendrait très inconfortable d'aborder une courbe
d'un rayon donné qui ne serait pas suffisamment grand à très grande vitesse puisqu'on serait projeté contre les parois du train. On a déjà parlé de cela pour Hyperloop, et en particulier Hyperloop, on en avait parlé pour les rayons de courbure verticaux. Enfin bon, voilà. Le confort existe, la norme de confort existe bien évidemment. Elle a été définie par l'arrivée des TGV en Europe, et par exemple, en France, on accepte en accélération verticale cette fois une limite à 0,5 mètres par seconde carré, alors qu'en Allemagne, peut-être une histoire de physiologie des Allemands, eux, ils tolèrent 0,6 mètres par seconde carré, mais on reste dans les mêmes ordres de grandeur, et ça va limiter le rayon de courbure verticale, donc la capacité du train de passer d'un alignement plat à une rampe. Donc ça a un impact direct sur le tracé de la ligne, sa complexité, les mètres cubes de terre qu'il va falloir excaver pour respecter des pentes qui réduisent ces rayons de courbure verticaux lors des changements d'alignement. Est-ce que la géographie française était particulièrement propice au développement de ces lignes à grande vitesse ? On fait passer le train là où on peut et on essaye de rester le plus à plat possible. Néanmoins, si on regarde la LGV Paris-Lyon, elle est plus courte que la voie conventionnelle. Et elle est plus courte que la voie conventionnelle parce que les capacités de franchissement d'un TGV permettent d'accepter des rampes plus fortes. Et si on accepte des rampes plus fortes, on peut aller plus facilement tout droit, pour parler simplement. Ce qui fait que tout ça, toutes ces contraintes éliminées bout à bout sur le long d'un tracé font que ça a raccourci la LGV Paris-Lyon à moins de 400 km, alors que la voie conventionnelle doit en faire 450 ou quelque chose comme ça. Donc quand même quelque chose d'intéressant. Et les monts du Morvan, on les franchit avec des rampes à 4,5%, ce que des trains conventionnels ne franchissent pas, d'autant plus que sur une voie classique, on va faire circuler aussi des trains de fret qui, eux, ne tolèrent pas plus que 2,5%. Donc, on voit là se dessiner une des raisons pour laquelle une LGV est une ligne dédiée, c'est-à-dire qu'on va la construire avec des rampes et des rayons de courbure très différents, des rayons de courbure plus grands et des rampes plus grandes qu'une voie conventionnelle. Qui décide d'initier un projet de ligne à grande vitesse ? Est-ce que c'est l'État qui est le principal actionnaire de la SNCF ? Il s'agit d'investissements très lourds. On compte 20-25 millions d'euros du kilomètre selon la complexité, le profil, le nombre d'ouvrages à construire, et tout ça augmente avec le temps. Donc, multiplié par 400 kilomètres, on voit que le montant des investissements envisagés est difficilement envisageable par un investisseur privé. D'autant plus que les investisseurs privés ne sont pas réputés pour aimer prendre des risques. Donc immédiatement, on pense à l'État. Dès qu'il s'agit d'aménagement du territoire, on va se tourner vers l'État qui est tant décrié par ailleurs. Donc là, revenons à la genèse du TGV. On était dans un système de gouvernance en France il y a 50 ans qui n'était pas le même que celui d'aujourd'hui et où la SNCF avait une autonomie qu'elle n'a plus en termes de réflexion sur son développement et sur ce qu'il serait bon de faire pour le transport ferroviaire en France. Donc l'initiative de la grande vitesse en France, elle est venue de la SNCF. Et la SNCF a su convaincre les autorités politiques. À l'époque, on était dans une grande stabilité depuis la fin de la 4e République. Rappelons-nous que la ligne Paris-Lyon a été inaugurée en 81 par Mitterrand, alors que c'est Giscard d'Estaing qui l'avait inscrite au plan et au budget. Donc voilà, on a là qui paye, décide. Les grandes discussions que l'on a aujourd'hui pour, par exemple, construire Bordeaux-Toulouse, toujours avec de l'argent public, montrent que la prise en compte, la connaissance meilleure du public du coût de construction, mais surtout des coûts annexes associés, comme le bilan carbone, le fait qu'il faut couper des arbres, même si on en replante, et puis les expropriations. Si vous passez dans un vignoble prestigieux, est-ce que c'est envisageable de sacrifier un vignoble prestigieux ou moins prestigieux, tout simplement parce qu'il appartient à quelqu'un dont c'est le gagne-pain, pour faire passer une ligne à grande vitesse? Je ne parle même pas d'une autoroute. Donc la difficulté aujourd'hui, elle est tant technique que sociétale. Il faut convaincre, il faut exproprier, il faut indemniser. Et tout ça, c'est un plateau de la balance. Et de l'autre côté, sur l'autre plateau de la balance, il y a quels sont les gains de temps. Un des critères de décision pour réaliser une ligne nouvelle, c'est la valeur du temps. Donc on a vu
on sait que plus on va vite, plus on gagne de temps. Je ne sais pas si on peut gagner du temps. Mais enfin voilà. Et donc le critère temps, une fois qu'on lui a associé une valeur financière, va rentrer dans le modèle de simulation de la prévision de trafic et permettre d'anticiper la fréquentation de la ligne, ses revenus, et de les mettre en regard du coût de la construction. Et ce coût de la construction comporte aujourd'hui, ça l'était beaucoup moins il y a 50 ans, le bilan carbone. Revenons au concept de ligne à grande vitesse. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte ? Revenons aux 4 piliers qui définissent un mode de transport. On a vu qu'on avait besoin de locomotives puissantes, ça c'est le matériel roulant. Une seule locomotive par train va vite se montrer insuffisante. Donc on va voir se dessiner un train avec 2 motrices, et les premières générations de TGV français avaient même 2 motrices plus 2 demi-motrices. Il faut un tracé spécifique et une plateforme clôturée. Il faut une ligne avec des grands rayons de courbure, mais qui permet de plus fortes déclivités qu'une voie classique, car le bénéfice de la puissance apportée par 2 locaux par rame et la distribution de l'adhérence, c'est-à-dire des essieux moteurs, permettent des franchissements de rampes plus importants. Donc on voit se dessiner une ligne qui ne ressemble pas à une ligne classique. Il faut également une signalisation que le conducteur ne puisse pas manquer. On va lui afficher des consignes en cabine grâce à une transmission continue entre la locomotive et la voie. Ça, c'est un développement absolument fondamental de la signalisation qui a été rendu nécessaire par la très grande vitesse. Ce qui veut dire aussi que les trains qui ne seraient pas équipés de ce système de captage de l'information venant de la voie ne pourraient pas circuler sur une ligne équipée d'une transmission voie-machine. Et puis, il reste le mode d'exploitation. Si un train conventionnel s'arrête tous les 30, 50 km, enfin autant que de besoin, pour une desserte fine, pour répondre aux diverses densités de population, pour répondre aux vœux des élus qui veulent que leur commune soit desservie, de nombreux critères apparaissent, alors on va avoir du mal à réduire le temps entre l'origine et la destination. Et on a bien parlé de temps. On parle de temps avant de vitesse. Et dans quelle mesure certains projets d'exploitation de lignes peuvent être sabordés par les desiderata des élus locaux ? Alors saborder, c'est un mot un peu excessif, mais néanmoins on peut regarder quelques anomalies et quelques curiosités. Par exemple, les élus entre Nancy et Metz n'ont jamais réussi à s'entendre pour que la gare TGV soit d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas que la gare soit chez le voisin et que leur ville ne soit desservie que par une antenne. Et donc, au final, eh bien, la gare, elle est entre les 2 villes. Également, du côté d'Aix-en-Provence, la gare, elle est curieusement loin de tout. Je sens un peu de malice. Voilà, exactement. Voilà. Donc, vous parliez de temps et pas de vitesse. On cherche à réduire le temps du trajet en gardant en tête qu'on ne pourra pas circuler à pleine vitesse sur la totalité du parcours. Les faisceaux de voies de sortie d'agglomération sont en général banalisés, c'est-à-dire qu'ils sont circulés par d'autres trains que des trains à grande vitesse. Et donc, la vitesse est limitée sur ces tronçons qui peuvent représenter 10, 20 km à l'abord des métropoles. Donc, il faut relever la vitesse, la maintenir élevée le plus longtemps possible. Et une fois que l'on a mis toutes ces contraintes sur la table, on voit que cela exclut une desserte de type cabotage, c'est-à-dire où on va s'arrêter fréquemment. Donc, on a une ligne Paris-Lyon, j'en parle souvent, avec 1 ou 2 arrêts sur 380 km. Voilà. Et c'est ça qui permet d'offrir une desserte à moins de 2 heures. Et on considère que ce moins de 2 heures est le seuil psychologique qui va attirer de la clientèle, sachant que une ligne à grande vitesse, elle dessert centre-ville à centre-ville. Donc on a le temps de parcours en train, c'est le temps du trajet. On n'a pas à y ajouter les temps d'accès à l'aéroport et les temps d'enregistrement, etc. Une fois que le seuil psychologique du temps de parcours a été considéré comme un facteur principal d'attractivité, il reste d'autres facteurs comme la fréquence, c'est-à-dire de nombreux trains tout au long de la journée, et puis, mais là c'est un sujet tout autre, la tarification, qui fait l'objet de beaucoup de polémiques. La politique tarifaire est un
à la fois un critère d'attractivité et aussi un repoussoir quand les tarifs sont considérés comme inabordables. Donc pour résumer, la grande vitesse ferroviaire, c'est une voie dédiée avec un profil bien spécifique, des trains puissants avec une motorisation, une adhérence particulière, une signalisation comme on l'a vu en cabine, ainsi qu'une offre de transport attractive, notamment au niveau de la tarification. Tout à fait, tarification et fréquence. Aujourd'hui, on circule à 300 km/h, voire 320 km/h sur les lignes à grande vitesse françaises. Est-ce que les autres pays adeptes de ce concept sont dans les mêmes ordres de grandeur ? Oui, alors on peut parler de l'Allemagne avec son ICE, on peut parler du Japon avec ses Shinkansen, la Corée qui a un TGV qui ressemble étonnamment au TGV français, la Chine qui développe un réseau de TGV le développement est à grande vitesse, non seulement les trains le sont, mais le développement, plus quelques autres exemples dont sont exclus les États-Unis. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a des limites pour aller plus vite. On pourrait aller plus vite, mais ça mérite qu'on s'y arrête un instant. La grande vitesse ferroviaire, elle s'est heurtée à des conservatismes. On a le paradoxe que la grande maison SNCF et les tenants du dogme ferroviaire sont de grands professionnels, mais bien évidemment, comme à toute apparition d'une innovation en rupture, on suscite des doutes, des suspicions ou le conservatisme. Alors, les principales réserves qui sont apparues pour augmenter de manière systématique et importante la vitesse, c'était l'impact sur la voie. On avait vu que le record de vitesse dans les années 50 à 335 km/h, si je me souviens bien, avait rendu une voie en forme de spaghetti, et donc ça avait inquiété et quasiment éliminé la possibilité de rouler à ces vitesses-là de manière systématique. Je parle d'un record de vitesse qui était à 335 km/h, alors qu'aujourd'hui, on circule communément à 300 voire 320 km/h et qu'on peut faire mieux. On a appris à construire des voies qui supportent les efforts induits par un convoi circulant à grande vitesse. On a amélioré cet aspect-là des choses. Également, ça touche les ouvrages. Passer sur un pont à 300 km/h, c'est pas comme passer à 200 km/h. Les résistances à cette avancée technologique, à cette augmentation de la vitesse, touchaient aussi l'usure du matériel roulant. On disait, mais alors, les trains vont devoir passer en révision plus souvent. Eh bien, là aussi, il y a eu des progrès significatifs, en particulier sur la motorisation. On a aujourd'hui des moteurs à courant alternatif qui nécessitent très, très peu, pour pas dire pas, parce que ça serait exagéré, de maintenance, alors que c'était un des organes vitaux du train d'avant, on peut dire. Il reste aussi la consommation énergétique. Des courbes de physique, des lois de la physique qui touchent à l'aérodynamique, qui touchent à tout ce que la physique sait nous expliquer, montrent qu'on aurait eu un accroissement très très important de la consommation électrique avec le passage de 200 à 300 km/h. Et dans la pratique, la consommation électrique n'a pas du tout augmenté tel que ces projections l'envisageaient. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup travaillé sur la motorisation, cette fois non pas sur sa durabilité, mais sur son efficacité énergétique. Les moteurs aujourd'hui, on en a réduit les pertes et on a augmenté le rendement. Et on a également beaucoup travaillé sur l'aérodynamisme, et qui, à ces vitesses, est un des facteurs principaux de consommation à cause de la traînée. D'ailleurs, au passage, c'est ce qui avait nourri le fantasme de l'hyperloop, puisque quand on enlève l'air, on n'a plus de traînée, c'est bien connu. Donc aujourd'hui, les lignes à grande vitesse nouvelles, elles sont tracées et construites pour accepter des circulations régulières jusqu'à 350 km/h. On ne le fait pas pour des raisons de est-ce que l'augmentation de 300 à 320 et puis à 350 suffirait à attirer davantage de clients et à mieux remplir les trains, donc ça c'est pas prouvé. Mais néanmoins, il y a encore un champ d'augmentation de la vitesse commerciale, je parle pas de record là, de commercial, parce que quand on est capable d'établir un record de vitesse à 574 km/h, on voit qu'entre des trains qui roulent à 320 aujourd'hui, on pourrait probablement, sans se ruiner, sans détériorer la voie et sans une augmentation dramatique de la consommation, rouler régulièrement à 350 km/h. Ces lignes à grande vitesse sont bien installées dans le paysage français. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples d'impact que ça a eu ?
Oui, alors on peut parler d'isochrone, c'est-à-dire pour un temps donné, quelles sont les villes que l'on peut relier en 1 heure, en 2 heures. Et si on dessine une carte de France, non plus topographique, mais isochronique, eh bien on va avoir une distorsion incroyable qui va rapprocher Marseille, qui va rapprocher Bordeaux, qui va rapprocher Lille, de manière totalement dissociée de la réalité géographique. Ça, c'est une chose. Et puis, on peut citer un fait incontestable, c'est la disparition des vols commerciaux non privés, hein, des lignes régulières aériennes entre Paris et Lyon. Aujourd'hui, le TGV entre Paris et Lyon a capté toute la demande et ne circule plus que quelques vols privés. C'est moins vrai sur Marseille, puisque là, on passe à 800 km. Pour Paris-Marseille, donc. Pour Paris-Marseille, exactement, où il reste une clientèle pour l'avion, tandis que le train à grande vitesse a capté lui aussi une part significative de la clientèle, mais sans capter la totalité. Donc il semblerait qu'il y ait une distance idéale à partir de laquelle le train peut capter le trafic aérien et au-delà de laquelle il semblerait que l'avion garde encore un avantage, en tout cas aux yeux de certains passagers. Alors voilà, il faut parler de distance et de temps. Alors la distance idéale, elle est liée à la vitesse à laquelle on peut faire circuler le train, mais également au temps global du trajet. C'est-à-dire, il faut prendre en compte les temps d'accès à la gare, et les gares de train, quand elles sont bien placées, elles sont au cœur des villes, alors que les aéroports, il faut s'y rendre, et les contraintes d'enregistrement, de sécurité pour prendre l'avion rallongent significativement le trajet, ce qui est peu souvent pris en compte par les adeptes du voyage aérien. Donc, effectivement, il y a des distances optimales et des aménagements comme l'augmentation de la vitesse sur une distance donnée comme Paris-Marseille vont permettre de rendre plus attractive encore cette distance-là pour le transport ferroviaire. On n'a pas fini, la bataille n'est pas terminée. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres projets de lignes à grande vitesse en France qui sont prévus dans les prochaines années ? Celui dont on parle le plus, c'est Bordeaux-Toulouse, lequel fait l'objet de lutte de pouvoir selon la couleur des élus régionaux, selon leur influence auprès des gouvernements successifs, selon également le poids des écologistes, puisque aujourd'hui on arrive parfois au paradoxe où des écologistes considèrent que le bilan de construction d'une ligne à grande vitesse, d'une voie ferrée, n'est pas justifiable. Donc il faut travailler en profondeur, et parfois ils ont raison. Par rapport à quoi ? Par rapport à l'espérance de trafic, à l'attractivité de la ligne. C'est-à-dire qu'un critère politique qui dirait on a absolument besoin d'une ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, ce n'est pas un critère objectif. Il faut faire tourner des modèles de prévision de trafic, regarder les compositions sociales des gens qui pourraient être amenés à prendre un train à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse ou entre Paris et Toulouse en passant par Bordeaux, rapprocher Toulouse de Paris. Donc finalement, est-ce que le concept de ligne à grande vitesse est idéal ? Est-ce qu'il est indépassable ou non perfectible ? Alors loin de là, on prendra le temps d'approfondir dans un entretien ultérieur des aspects qu'on ne peut pas ignorer, comme le bilan carbone de la construction. Le bilan carbone de la construction, il est parfois, et je ne parle pas spécifiquement d'une ligne à grande vitesse, une ligne de train, une ligne de métro, il est parfois difficile à équilibrer par l'économie de génération de gaz à effet de serre, par le report modal, c'est-à-dire les gens qui abandonneraient leur voiture pour prendre ce mode de transport. C'est pas toujours évident. Donc ça, quel poids, quelle valeur accorde-t-on à cette composante qui est directement liée à la difficulté de construire une ligne, l'endroit où elle passe, les milliers de mètres cubes à excaver, à déplacer, etc. Il y a d'autres facteurs qui permettraient une amélioration du concept, et je pense à la réduction de l'intervalle entre les rames. Alors, on a vu que plus on va vite, plus il faut une distance importante pour s'arrêter. Donc, on a envie de dire, plus je vais vite, moins je mets de train. Alors, c'est à peu près vrai. Et c'est pour ça que la capacité d'une ligne à grande vitesse, si je fais varier la vitesse à partir de 100 km/h jusqu'à 200 km/h, la capacité, c'est-à-dire le nombre de personnes transportées par heure, va croître à peu près linéairement avec l'augmentation de la vitesse.
En revanche, quand je vais aborder des vitesses très grandes, donc quand je vais m'approcher des 300 km/h, puisque les distances d'arrêt deviennent plus longues, à ce moment-là, je vais être obligé d'espacer les trains. Et la capacité de la ligne va se retrouver réduite parce que je mets moins de trains, même s'ils vont plus vite. Donc là, il y a la courbe n'est pas du tout une droite. Comment réduire cela ? Eh bien, avec un dispositif de signalisation encore plus performant que celui qui existe actuellement et qui permet de faire communiquer entre eux des trains qui se suivent de façon à synchroniser les accélérations et les freinages. Et à ce moment-là, si un train donné est capable de savoir très exactement la position, la vitesse du train qu'il précède et la charge et d'autres facteurs, à ce moment-là, il va pouvoir ajuster sa vitesse en temps réel par rapport à la vitesse du train qu'il précède. Ce qui veut dire que on n'est pas obligé de prendre autant de marge de sécurité si jamais un freinage d'urgence était nécessaire. Et donc, on va pouvoir rapprocher les trains tout en augmentant la vitesse dans des proportions raisonnables. Et tout ceci est piloté par des logiciels qui donnent l'information au conducteur d'accélérer ou pas, ou c'est fait de façon un peu automatique? Alors, le pilotage automatique des trains à grande vitesse n'est pas encore d'actualité. Aujourd'hui, c'est de la transmission entre les trains et la voie, entre les trains entre eux, donc ça c'est en cours de développement, de façon à réduire les temps de réaction et à donner la consigne la plus juste au temps le plus court entre les trains. Il y a un autre facteur qui mérite d'être considéré et qui pourrait apparaître comme une limitation au développement des lignes à grande vitesse, c'est la consommation énergétique, l'électricité. Dans un pays où il y a peu d'électricité, où la production électrique est encore en cours de développement, voire insuffisante pour la population, installer des sous-stations qui vont, par exemple, être de l'ordre de 50 mégawatts tous les 50 kilomètres, c'est vraiment des ordres de grandeur, eh bien, c'est dispendieux pour un pays qui manque d'électricité. Et puis, quel est le coût de l'électricité aussi ? Donc, même si des progrès sont faits, c'est des domaines qu'il ne faut pas négliger. Et d'ailleurs, comme ils sont sensibles, curieusement, ils avaient été largement négligés dans le concept Hyperloop. Voyez. Et on aura l'occasion de parler des trains à sustentation magnétique, où là aussi, obtenir des informations fiables sur l'estimation de consommation pour faire circuler un train en sustentation magnétique, c'est très difficile à obtenir. Moralité, on a tout intérêt à être transparent, à mettre les vrais problèmes sur la table et ne pas les occulter. Ce sera l'objet d'un épisode ultérieur. Tout à fait, tout à fait. Mais avant de nous quitter, je m'en voudrais de ne pas citer un ouvrage de référence qui m'a beaucoup servi pour trouver les points d'intérêt au concept de la grande vitesse. Il s'agit d'un ouvrage qui s'appelle tout simplement « La grande vitesse ferroviaire », dont l'auteur est Michel Leboeuf, aux éditions du Cherche-Midi. C'est un ouvrage qui n'est pas réédité, mais on le trouve sur tous les bons sites de livres d'occasion. Je connais l'auteur de cet ouvrage, j'ai eu l'occasion de le côtoyer pendant de nombreuses années. C'est une somme et le résultat d'un travail absolument exceptionnel de vulgarisation, et j'invite tout le monde à le parcourir, même si certains chapitres ne pourront ne pas intéresser tout le monde, mais tout y est. D'accord, et il ne s'agit pas de vous. Ah non, Michel Leboeuf, c'est un autre Michel. Quel sera le sujet du prochain épisode ? Eh bien, on pourra évoquer les limitations du concept de grande vitesse, plus en détail que celles que je viens de donner, c'est-à-dire le processus de décision, comment est-ce que l'on trace une ligne avec les moyens modernes, les satellites, etc., pour optimiser le tracé et réduire les cubatures, c'est-à-dire les mètres cubes de terre à excaver, à déplacer, calculer un bilan carbone objectif qui prend en compte tous ces déplacements, la noria de camions, les mètres cubes de béton, les traverses en béton à fabriquer, les poteaux caténaires en acier, les fils de cuivre, j'en passe et des meilleurs. Donc le bilan généralisé de la LGV, qui est contesté par les détracteurs ou masqué par certaines entités qui seraient plus favorables au développement de cette grande vitesse sans la regarder dans toutes ses dimensions. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode 3 de Métropolitique, la grande vitesse ferroviaire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, à lui mettre des étoiles sur votre application de podcast favorite et surtout à le partager. Et on se retrouve prochainement avec Michel pour un nouvel épisode.